Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sentiment un peu particulier que beaucoup de gens connaissent, je pense. Celui d'attendre une permission. La permission de se lancer, de changer quelque chose ou juste d'être vraiment soi-même. On se retrouve un peu comme dans une salle d'attente de la vie, en fait. On regarde les autres passer et on attend à feu vert. Un feu vert qui viendrait de l'extérieur. Bonjour. Oui, c'est une image très très juste. Et c'est un sentiment presque universel. On a tous, à un moment ou un autre, cherché cette validation. L'idée aujourd'hui, c'est pas du tout donner des leçons ou une recette magique. C'est plutôt d'explorer ensemble, avec un peu de curiosité, d'où ça vient. Et puis de voir comment, tout doucement, on peut commencer à écouter une autre voix, sa propre boussole, quoi. C'est exactement ça. Alors, on va essayer de comprendre d'abord pourquoi on cherche cette approbation. On va plonger dans les racines, biologiques, sociales. Et puis, dans un deuxième temps, on verra quelques pistes pour commencer peut-être à se donner soi-même cette fameuse permission. Alors, pour démarrer, ce réflexe de chercher l'approbation, ce n'est pas juste un manque de confiance en soi, n'est-ce pas? On sent bien que c'est plus profond que ça. Ah oui, c'est bien plus profond. Ça remonte à la nuit des temps, en fait. D'un point de vue évolutif, pour nos ancêtres, l'appartenance au groupe, c'était une question de vie ou de mort. Littéralement. Oui, littéralement, être rejeté, c'était se retrouver seul face aux prédateurs à la fin. La survie dépendait de l'acceptation du clan. Notre cerveau a donc évolué pour devenir une machine hyper sensible aux signaux de rejet. Cette machine, elle est toujours active aujourd'hui, alors que le contexte a complètement changé. Parfaitement. Des recherches en neurosciences ont montré un truc assez stupéfiant. Le rejet social, ça active exactement les mêmes zones dans le cerveau que la douleur physique. Ah oui, quand même. Oui. Autrement dit, pour notre cerveau, se sentir exclu, ça fait mal. Littéralement mal, comme une brûlure. C'est pour ça que la peur du jugement, ce n'est pas juste une idée, c'est une réaction viscérale, une alarme qui crie « Attention, danger imminent ». Et ça change tout. Ça explique cette espèce de boule au ventre qu'on ressent avant de prendre la parole en public. Ou cette hésitation, presque douloureuse, avant de poster quelque chose sur les réseaux sociaux. On n'a pas juste peur d'avoir l'air bête? Non, on a peur d'une douleur qui est quasi physique. C'est notre cerveau primitif qui panique. C'est ça. Et pour certaines personnes, ce système d'alarme est encore plus sensible. On parle parfois de dysphorie sensible au rejet. Ce n'est pas un diagnostic, c'est plus une description. C'est une sensibilité où la moindre critique ou même juste l'impression d'être ignoré peut être vécue comme une blessure immense. Une sorte d'hypervigilance, en fait. C'est ça. Une hypervigilance constante au risque de déplaire. D'accord. Donc, notre biologie nous pousse à chercher l'approbation, mais la société dans laquelle on vit, j'imagine qu'elle n'aide pas vraiment. Au contraire, elle construit dessus. Dès l'enfance, on est plongé dans ce qu'on pouvait appeler une culture de la permission. À l'école, on apprend à lever la main, à attendre son tour, à demander l'autorisation. Ce qui est normal, pour vivre ensemble. Bien sûr, c'est nécessaire. Mais on intègre une idée plus subtile. L'idée que l'autorité vient toujours de l'extérieur. On apprend que pour avancer, il faut l'aval de quelqu'un. Le prof, le parent et plus tard le manager. Et ça s'ancre si fort qu'on finit par l'appliquer à sa propre vie. Ça me fait penser à une sorte de contrat inconscient qu'on passe quand on est enfant. Pour avoir de l'amour, de la sécurité, un enfant peut comprendre qu'il doit être sage, ou invisible, ou au contraire parfait. C'est une excellente façon de le dire. Ces rôles s'impriment dans notre mémoire la plus profonde, une mémoire presque corporelle, et ils se rejouent toute notre vie. La personne qui a appris qu'elle devait être la fille dévouée pour être aimée, 30 ans plus tard, elle sera peut-être la gardienne au bureau, celle qui prend tout en charge, qui dit oui à tout, qui fait passer les autres avant elle, parce que ce vieux schéma est lié à la sécurité. Et donc, attendre la permission, c'est rester fidèle à ce vieux contrat, même s'il nous limite aujourd'hui. C'est un peu décourageant de voir à quel point c'est ancré. Entre la biologie et l'histoire perso, on a l'impression d'être programmé pour ça. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est aussi programmé pour autre chose, pour la croissance, l'épanouissement. Et c'est là que la théorie de l'autodétermination est fascinante. Elle nous dit en gros que chaque humain a une tendance naturelle à vouloir grandir, comme une plante qui cherche la lumière. D'accord. Mais pour que cette tendance s'exprime, il lui faut 3 nutriments psychologiques. Et quels sont ces nutriments? Le premier, et c'est le cœur de notre sujet, c'est l'autonomie. Le besoin de sentir qu'on est à l'origine de ses actions, que nos choix nous ressemblent. Le deuxième, c'est la compétence, le besoin de se sentir efficace. Et le troisième, c'est l'appartenance sociale, se sentir connecté aux autres.
Donc si je comprends bien, quand on attend la permission, c'est surtout notre besoin d'autonomie qui manque d'eau, si on garde l'image de la plante. C'est exactement ça. On donne les clés à quelqu'un d'autre. Et ça se voit dans la qualité de notre motivation. Il y a la motivation externe, agir pour une récompense ou éviter une punition, et puis il y a la motivation qu'on appelle introjectée. Là, on agit pour éviter de se sentir coupable, ou pour l'ego, en se demandant sans cesse qu'est-ce que les autres vont penser. L'attente de permission, elle est souvent là. D'accord, on a avalé la voix de l'autorité, mais on ne l'a pas encore vraiment intégrée comme étant la nôtre. Voilà. Et de l'autre côté, il y a les motivations qui nourrissent vraiment l'autonomie. Quand on agit parce qu'une chose est importante pour nous, alignée avec nos valeurs, et au sommet, il y a le plaisir pur de faire l'activité. Nourrir son autonomie, c'est ça. C'est se déplacer sur ce spectre, agir de moins en moins par peur et de plus en plus par choix. Je vois le lien avec la perception qu'on a de nos capacités. Pour oser être autonome, il faut croire qu'on peut y arriver. Ça me fait penser aux travaux de Carol Dweck sur les états d'esprit. Absolument. C'est la pièce du puzzle qui manquait. Dweck a montré qu'on peut avoir deux visions de nos capacités. La première, c'est l'état d'esprit fixe. C'est croire que nos talents sont innés. On les a ou on les a pas. Du coup, chaque défi est un test. C'est ça, un test qui risque de montrer qu'on est nul. Donc on a un besoin vital de validation extérieure pour nous rassurer. Ce qui nous ramène à l'attente de permission. On attend qu'on nous dise qu'on a le droit d'essayer par peur d'échouer. Tout à fait. L'alternative, c'est l'état d'esprit de croissance. C'est la croyance que nos capacités peuvent se développer, avec l'effort, l'apprentissage. Et là, l'échec change de statut. Ce n'est plus une condamnation, c'est une information. C'est une étape. Et ça change tout. Ça change tout. Cet état d'esprit nous donne la permission intérieure d'essayer, de ne pas être parfait. Le but n'est plus de prouver sa valeur, c'est de la développer. Ah, et pour boucler la boucle, je vois le lien avec l'autonomie. Si on croit qu'on peut progresser, on se sent plus légitime à prendre les commandes de sa vie, même si on n'est pas encore un expert. C'est un cercle vertueux. Mais, pour oser y entrer, il faut un dernier ingrédient, la bienveillance. On a souvent appris qu'il fallait être dur avec soi-même pour réussir, que l'autocritique, c'était un moteur. Oui, cette fameuse petite voix qui dit « t'es pas assez bon, il faut bosser plus ». Beaucoup de gens pensent que sans elle, ils ne feraient rien. C'est une croyance tenace, mais les recherches sur l'autocompassion montrent tout le contraire. L'autocompassion, ce n'est pas de l'apitoiement. C'est juste se traiter avec la même gentillesse qu'on offrirait à un ami en difficulté. C'est reconnaître que l'échec, l'imperfection, ça fait partie de la vie. Et les gens qui la pratiquent sont plus résilients, plus motivés. C'est l'antidote à la peur du jugement. C'est se donner la permission d'être humain. Bon, le tableau est beaucoup plus clair. Mais alors, concrètement, par où on commence? Comment on fait pour que cette petite voix intérieure se fasse entendre un peu plus fort? Une approche que je trouve très puissante, c'est de s'inspirer de la philosophie. Pas de manière abstraite, mais comme une vraie boîte à outils. Prenons les stoïciens, par exemple. Leur idée centrale, c'est la dichotomie du contrôle. Ça consiste à faire la différence, à chaque instant, entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui a l'air simple comme ça, mais... C'est l'entraînement de toute une vie. Ce qui dépend de nous, ce sont nos efforts, nos actions. Ce qui n'en dépend pas, c'est le résultat final, la réaction des autres, leur opinion. Donc, par exemple, pour une présentation au travail. Exactement. On peut passer des heures à angoisser sur ce que le chef va penser. C'est de l'énergie perdue, c'est hors de notre contrôle. Un stoïcien dirait « Concentre-toi à 100% sur ce que tu contrôles. La qualité de ta recherche, la clarté de ton propos. » En faisant ça, on construit ce qu'ils appelaient une forteresse intérieure. L'approbation devient un bonus, plus une nécessité. On trouve la validation dans la qualité de son propre effort, en fait. C'est ça. J'aime bien cette idée de forteresse. Et pour la construire, des outils simples peuvent aider. Par exemple, l'idée d'un journal. Mais pas un journal pour lister des tâches. Plutôt pour devenir son propre supporter. Noter chaque soir une petite chose qu'on a faite et qui nous a semblé juste. C'est un moyen de s'entraîner à être sa propre source de validation. C'est un excellent exercice pour réorienter son attention. Un autre, qui est fondamental, c'est de clarifier ses propres valeurs. On passe tellement de temps à essayer de coller à ce qu'on pense que les autres attendent, qu'on oublie de se demander ce qui compte vraiment pour soi. Mais comment on fait ça concrètement?
Se poser la question « quelles sont mes valeurs ?», ça peut être un peu intimidant. On peut utiliser des questions leviers, par exemple, si la peur du jugement et de l'échec disparaissait, qu'est-ce que je ferais différemment demain? Ou encore, quelle activité me donne de l'énergie, même quand je suis fatigué? Les réponses sont des indices précieux, ce sont les premières pierres de notre boussole. Et pour oser suivre cette boussole, il faut souvent faire la paix avec un grand obstacle, le perfectionnisme. Ah, le perfectionnisme. C'est le meilleur ami de la procrastination. On croit que c'est une armure contre la critique, mais en réalité, ça nous paralyse. On attend le moment parfait, l'idée parfaite, la version parfaite de soi-même avant de commencer. On attend la permission d'être infaillible. Et elle n'arrive jamais. Je me souviens d'une fois, j'ai passé presque une semaine sur un email de 3 lignes. J'avais tellement peur de la réaction. C'est l'exemple type. J'attendais d'avoir l'email parfait avant d'appuyer sur envoyer. C'est épuisant. C'est l'histoire de beaucoup de monde. L'antidote, c'est peut-être d'accepter l'idée d'être un imposteur. Quand on apprend, quand on sort de sa zone de confort, c'est normal de ne pas tout maîtriser. Se sentir comme un imposteur, ce n'est pas un signe d'incompétence. C'est souvent un signe qu'on grandit. C'est se donner la permission d'être un débutant. C'est ça. Et se rappeler que tous les experts ont commencé comme des débutants. C'est vrai. Au fond, c'est un chemin. Ce n'est pas une destination. Il n'y a pas un jour où on se réveille en se disant « ça y est, j'ai mon autorité intérieure ». C'est une pratique de tous les jours. Si on résume un peu, on a vu que cette tendance à attendre la permission, c'est un héritage. Un héritage profond, presque câblé en nous par l'évolution et renforcé par la société. Mais ce n'est pas une fatalité. En nourrissant nos besoins d'autonomie, de compétences, en cultivant un état d'esprit de croissance et, surtout, avec de l'autocompassion, on peut changer la source de l'autorité. Il faut préciser, le but, ce n'est pas de devenir une forteresse imperméable à tout. Les avis, les conseils, les critiques constructives, c'est précieux. Le but, c'est de changer la hiérarchie. C'est de devenir le filtre final. On peut s'imaginer comme le PDG de sa propre vie. On écoute les conseillers, on analyse les données, mais à la fin, c'est nous qui prenons la décision, en accord avec nos valeurs. La validation qui nous ancre, c'est celle qu'on se donne à soi-même. C'est une très belle image. Et, pour conclure, peut-être une dernière pensée, un changement de question à se poser. Plutôt que « est-ce que j'ai la permission de faire ça ?», on pourrait commencer à se demander « quel genre de vie est-ce que j'ai envie de créer ?» La première question nous met en position de demandeur, la seconde en position de créateur. Et ça peut tout changer. C'est sortir pour de bon de la salle d'attente. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve très bientôt.